Bienvenue dans Manager l'Odyssée, votre rendez-vous hebdomadaire sur Be Smart for Change. 28 minutes en immersion dans le quotidien d'un manager. Devenir un bon manager ne s'improvise pas. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Bordet, cofondateur de l'association Les Collectifs. Depuis 2021, Les Collectifs mobilisent des salariés dans près de 200 entreprises pour porter des initiatives sociales et écologiques concrètes. Avant de se lancer dans cette aventure, Quentin était consultant, il a fait le choix de quitter son poste pour agir autrement. Qu'est-ce qui l'a poussé à franchir ce cap? Comment structurer un engagement collectif en entreprise et comment faire évoluer les organisations de l'intérieur? On en parle tout de suite. Be Smart. Bonjour Quentin. Bonjour Alix. Bienvenue. Merci de l'invitation. Merci d'avoir répondu présent. Avant toute chose, avant de parler d'engagement et de collectif, revenons un instant sur votre parcours. Vous avez évolué au sein du cabinet de conseil BCG. À quel moment est-ce que vous avez ressenti le besoin d'agir au-delà de votre mission de consultant? En fait, dès les premiers jours, je suis arrivé au BCG en 2015. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai commencé par un projet sur les secteurs agricoles. Et en fait, j'étais déjà sensibilisé, mais très peu en fait, à ces sujets de transition écologique et sociale. Et en fait, travailler sur les sujets agricoles m'a fait réaliser, c'était ma porte d'entrée en fait, sur ces sujets-là. Parce que j'ai réalisé que en fait, les sujets agricoles, c'est fantastique parce qu'à la fois, ça concerne des grands enjeux de société qui sont sur la résilience de nos sociétés, qui sont sur le bien-être des paysans, qui sont sur le lien social, qui sont sur des problématiques écologiques très fortement, très fortes. Et en même temps, ça nous concerne 3 fois par jour. Et en commençant sur ce projet sur les secteurs agricoles, en fait, on se rend compte de la taille des enjeux écologiques, sociétaux. Donc moi, j'ai commencé par ça sur l'alimentation, en fait, parce que ça me parlait très fortement. Et je me suis dit, mais en fait, c'est assez incroyable. J'ai envie, moi, de prendre ma part dans cette situation-là. Donc, et j'ai rencontré pour la petite histoire, j'ai rencontré ma future femme en fait à ce moment-là qui était végétarienne et du coup commencer au BCG, m'intéresser aux sujets agricoles et du coup découvrir toute la panoplie des sujets écologiques et puis avoir cette espèce de cette rencontre. En fait, ça m'a interrogé. Les planètes se sont alignées. Les planètes se sont alignées et en fait ça m'a donné, ça a été un peu le déclencheur qui m'a donné envie ensuite de creuser et après d'agir. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Assez rapidement, vous décidez de fonder ce petit collectif en interne? Quand je prends conscience de ces sujets-là, donc je m'intéresse sur l'alimentation, l'agriculture, et je creuse le sujet. Et en fait, je déroule la pelote, et puis après, on arrive à des sujets plus globaux, hein, d'écologie et de transition sociale. Et en fait, pendant 2 ans, moi, je fais rien. D'accord. J'apprends, je lis des livres, j'écoute des podcasts. Donc sans objectif en tête vraiment, juste vous nourrissez. Je me nourris, j'apprends, et en fait, je me rends compte que là, on a face à nous un problème qui nous dépasse. Et justement, je suis démuni sur la manière dont moi-même je peux contribuer à cela. Parce que là, on arrive sur des sujets qui sont beaucoup trop grands. Moi, j'ai 26 ans, c'est mon premier boulot, c'est intense comme travail. Donc moi, je fais mon travail culturel et de connaissances à côté, mais je ne sais pas comment agir. Et il se trouve que je suis aussi frustré parce que je vois bien les discussions qu'on a avec les collègues, avec la famille, avec les copains. Et à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que ça fait changer concrètement le lendemain? Et cette phase, en fait, elle dure 2 ans. Du coup, de monter en conscience sur ces sujets et ne pas trouver. Et c'est-à-dire quoi? C'est 2 ans de sentiment de solitude? Pas forcément de solitude, mais 2 ans d'interrogation et de frustration sur le fait de ne pas pouvoir apporter quelque chose et se poser la question si on est à la bonne place, si on fait assez bien. Moi, j'ai le sentiment que du coup, j'ai une position quand même privilégiée. J'ai fait ces études, j'ai eu de la chance dans mon environnement familial. Je me retrouve là à Paris. Moi, je viens de Chambéry. Je me retrouve là à Paris. Parce que pour rappel, pour nos auditeurs, vous avez fait donc Centrale. J'ai fait Centrale, je viens de Chambéry, j'ai étudié à Lyon, j'étais à Centrale, à l'ESSEC, et mon travail au BCG, c'était mon premier emploi. Et du coup, en fait, c'était plutôt une phase de frustration, et puis parfois de vertige aussi, parce qu'en fait, on se rend compte de tout ce qu'il va falloir changer dans nos modes de société. Et moi, j'étais assez démunie sur la manière dont je pouvais contribuer à tout ça. Mais aucune hésitation quant au fait qu'il fallait faire quelque chose? Jamais frileux quant au fait que en fait, c'est trop gros?
Pourquoi je m'embarque là-dedans? J'étais très bien dans ma petite vie de consultant. Bah, ça, c'est un peu le problème de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait. C'est ça. Parce que quand on commence à se renseigner, Mmh. déjà c'est un sujet passionnant. Ouais. Parce qu'en fait, ça remet quand même en question comment est-ce qu'on organise la société, quels sont les métiers qui ont du sens, comment est-ce qu'on peut résoudre Mmh. ces problématiques. Mmh. Et en fait, on peut rester indifférent. Et Mmh. moi, ça m'a surtout passionné, donc j'ai continué à creuser le sujet. Et une Mmh. fois qu'on sait, bah, on se retrouve quand même avec la question, qu'est-ce qu'on peut faire à son niveau. Donc, Mmh. moi, je savais que je voulais trouver un point de sortie de Mmh. contribution. Pendant un certain temps, je ne l'ai pas trouvé, puis à un moment, c'est arrivé. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Vous En fait, le trouvez déclic, il a été assez. Là, je me disais, mais est-ce qu'il faut que je change de métier? Est-ce qu'il faut que j'aille faire de l'associatif? Est-ce qu'il faut Ouais. que je m'engage dans ma copro? Enfin, il y avait plein de. Je me demandais, en fait, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Il se trouvait que c'était un métier quand même assez intense, donc qui laisse assez peu de place à côté. Mmh. Et il y a une rencontre, à un moment, avec quelqu'un, mais une rencontre vraiment banale, qui m'a dit, mais tu sais, pour convaincre, il faut montrer l'exemple et donner envie. Et en fait, moi, mon déclencheur, c'était un été, et il a été là, et je me suis dit, bah, à la rentrée, en fait, je vais essayer de convaincre en montrant l'exemple, en faisant des choses à mon niveau, en donnant envie. Et puis, je me suis dit, bah, je vais voir ce que ça donne après. Et je me suis dit, mais ça, je pourrais essayer de le faire dans mon entreprise, en fait. Parce qu'on a un bureau qui fait 1000 personnes. Je vois énormément de sujets sur lesquels on puisse faire changer les choses de manière concrète. Mmh. Et en fait, il se trouve que en fait, je pense, un champ d'action qui est fantastique. Parce Mmh. que si je fais changer quelque chose, en fait, ça touchera directement Mmh. des centaines de Mmh. personnes, et potentiellement les Mmh. clients, les fournisseurs, ou en tout cas tout l'écosystème autour. Mmh. Et donc je me dis, ben, lance-toi en fait, et donne-toi essaye de lancer une communauté de personnes qui veulent agir, de faire des choses assez concrètes, et de voir ce que ça donne. Et donc c'est là que vous lancez le mouvement, quoi. Et là, je lançais même pas un mouvement, je lance du coup un collectif de salariés. Il se Et trouve alors, ça a que été facile de fédérer tous ces collaborateurs? ce qui était fantastique, c'est qu'en fait, parfois, on a l'impression qu'il suffit d'une étincelle pour que les choses se mettent en route. Mmh. Et il y a eu deux phases. Déjà, la première phase qui m'a vraiment mis en mouvement, c'est un peu la technique des fumeurs. C'est que j'ai commencé à annoncer autour de moi, pour arrêter, hein, la technique des fumeurs pour arrêter de fumer. J'ai commencé à dire autour de moi, j'aimerais mener des initiatives éco-citoyennes au bureau, qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, j'ai vu qu'il y avait une demande, que ça résonnait, en fait, qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit, mais en fait, vas-y, c'est génial. Donc je me suis déjà pré-engagé. Mmh. Et après, la deuxième étape, c'est un moment, je me suis dit, bah ok, je vais trouver quelques collègues, et puis on va réfléchir à ce qu'on peut faire. Tout ça sans consulter la direction? Et si, en fait, ça c'est le troisième, et qui est très très important, parce que dès le début, dans les personnes que je suis allé voir, je suis aussi allé voir une des personnes dirigeantes du BCG, en lui disant, bah, j'aimerais lancer des initiatives, parce que c'est valorisé de contribuer à la vie du bureau. J'aimerais lancer des initiatives sur ce sujet, qui m'a dit, bah, en fait, vas-y, propose-nous quelque chose, lance-toi, retrouve-toi avec quelques collègues, et puis proposez-nous quelque chose. Et du coup, là, on a commencé à plancher avec... Donc, en fait, dès le début, on s'est retrouvés dans un petit groupe motivé pour proposer des initiatives, et puis déjà une relation de confiance, en tout cas un espace ouvert de la part de la direction. Et ça, c'est fondamental, parce qu'en fait, dans l'engagement dans le monde de l'entreprise, ça marche bien quand il y a les deux. Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour introduire un sujet aussi engageant sans être perçu comme un poids ou un perturbateur? Montrer l'exemple, donner envie. Donc, sans être perçu comme un poids ou un perturbateur, déjà la question peut être anglée dans le sens où c'est comme si on abordait des sujets qui seraient intéressants, ou en tout cas difficiles à appréhender, on serait un perturbateur. Là, 10 ans après, presque 10 ans après, quand je repense à tout ça, moi, au-delà de l'expérience des collectifs, je suis aussi allé rencontrer des citoyens, des dirigeants de plusieurs sphères sur les questions d'engagement. Et en fait, de la même manière que quand on s'engage, tout d'un coup, on trouve plein de personnes qui sont prêtes à s'engager. Il y a plein de personnes qui, à tous les niveaux hiérarchiques, sont en fait eux-mêmes complètement chamboulés par ces sujets. Ouais. Et il se trouve que le monde de l'entreprise, en effet, peut invisibiliser ces sujets, parce qu'en fait, ils sont un peu compliqués. Donc déjà, il faut trouver la clé d'entrée qui permet d'aller toucher toutes les personnes sur ce sujet. Donc on n'est pas pris comme un perturbateur si déjà on pose
on pose et on partage la question à laquelle on essaye de répondre. Et ces sujets, alors moi j'ai travaillé notamment sur les sujets écologiques, mais finalement ils embarquent bien plus largement des sujets sociétaux. Finalement, quand on ne vient pas avec une réponse en disant, une revendication en disant il faut faire ça, mais qu'on se dit mais en fait on a ce sujet de, je sais pas, la transition vers les accords de Paris sur la question de la justice sociale et qu'on pose le sujet, y compris en tant que salarié, et qu'on pose une question, mais en fait il y a plein de personnes que ça va intéresser. Et après tout le but c'est aussi de donner une voie, de faciliter des moyens pour les personnes qui voudraient s'engager de le faire. Et c'est ce qu'on faisait aussi avec le petit groupe de salariés, en tout cas au début, c'est de se dire, nous on est un groupe qui voulons travailler sur ce sujet-là, et du coup on a pu agréger des personnes qui en fait avaient ce désir d'agir, et puis on est aussi directement en interaction avec des personnes de la direction qui peuvent donner des moyens, qui peuvent en tout cas proposer une écoute, et puis que eux aussi, ces sujets vont toucher. Et alors, à quel moment est-ce que vous avez réalisé que l'engagement collectif pouvait dépasser le cadre de cette entreprise? En fait, très vite. Parce que quand on a commencé, on a fait une action, puis deux, alors sur le zéro déchet, sur changer des fournisseurs, sur faire un manifeste pour interroger ce que ça pourrait être, ce que notre secteur pourrait devenir. Et en fait, très vite, moi je me suis dit, mais ça se passe chez nous et on voit la dynamique avec des dizaines de personnes qui sont engagées en voyant que la démarche résonne. Et je me suis dit, mais ça pourrait se passer dans d'autres entreprises. Donc en fait, très vite, moi j'ai vu le potentiel de réplication de ce genre de démarche. Et surtout, nous, on trouvait des solutions qui étaient très adaptées à notre contexte, qui était le contexte d'un cabinet de conseil en stratégie à Paris, où toutes les équipes sont dans un bureau. Et je me suis dit, mais en fait, finalement, pour une entreprise industrielle, ça se réplique, mais ça ne se répliquerait pas de la même manière. Donc là, a commencé à germer, en fait, dès 2000. J'ai commencé à créer le collectif en 2017, mais dès 2018, 2019, je me suis dit, mais il faudrait trouver des manières de le répliquer. C'est ça qui avait fait que j'avais d'ailleurs postulé au prix du think tank Entreprise pour l'environnement et LCI en 2019, qui avait récompensé la démarche du collectif, en se disant mais il faudrait trouver des relais et valoriser la démarche qui a été menée pour pouvoir faciliter sa réplication. Et vous dites que l'engagement est un processus d'appropriation par les équipes. Quels sont ces moments clés où cet engagement se transforme réellement? C'est progressif, c'est quand la personne est en confiance, et tout le but d'avoir créé une structure, ou qu'on a appelé un collectif, c'est qu'en fait, ça décharge une partie de la responsabilité de l'employé qui va... ça demande d'oser, d'aller s'exposer dans son entreprise. Et en fait, en créant une structure avec un nom, par exemple, qui est identifié, qui a sa propre interaction avec le reste de l'entreprise, ça permet en fait de diminuer la charge mentale qui vient des personnes. Et donc ça permet de faciliter, de légitimer le rôle que peut avoir un employé là-dedans. Donc déjà, la structure permet de légitimer et de faciliter le fait de passer à l'action, parce qu'en fait, on n'a pas l'impression de s'exposer personnellement non plus, on va s'exposer au nom du groupe, au nom du collectif, en tout cas par le collectif. Et après, ça se fait très progressivement. Quand le collectif avait déjà 3-4 ans, souvent, en fait, il y a les nouveaux arrivants, notamment ce sujet de transition écologique, il touche toutes les générations, mais il touche du coup les jeunes qui arrivent dans une entreprise. Donc souvent, il y a des personnes qui étaient motivées pour rejoindre le collectif dès leur arrivée dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui se passe dans toutes les entreprises. Et au début, on voit que c'est un intérêt, puis après, il peut y avoir une première action. Il y a quelqu'un qui est arrivé, puis c'était au moment du Covid, qui a travaillé sur les masques, pour trouver des masques, faire des masques en tissu, et pas des masques, ça peut paraître anecdotique, et pas des masques à usage unique. Et finalement, cette personne, elle est devenue progressivement un pilier du collectif, qui a travaillé sur notre processus de convention citoyenne interne. Donc en fait, l'engagement, il se crée, et la légitimité, elle augmente au fur et à mesure de l'engagement. Et ça, c'est très important, en fait. C'est que en fait, l'action va donner accès à la suite. Et donc, il faut faire sur sa zone de légitimité. Même dans une entreprise un peu frileuse, quand on fait de laisser de l'autonomie à ses salariés.
Je pense qu'en fait, il y a déjà le contexte dans lequel j'étais a vraiment permis de se... Vraiment, moi, je l'ai trouvé très propice au fait Ouais. de pouvoir s'engager. Et je pense que la question, c'est plutôt comment des salariés peuvent trouver dans le contexte de leur entreprise des manières de s'engager et puis d'en parler. Et ça, c'est très spécifique à la culture. Des cultures industrielles vont, par exemple, des salariés vont mettre plus de temps peut-être à venir à une feuille de route, à oser s'exposer en interne, etc. Alors que des milieux serviciels comme des milieux de conseil, en fait, sont des milieux où Oui, bien sûr. finalement, ça va être plus facile de le faire. Mm. Ça va être plus facile de le faire. Quelles conditions doivent être réunies pour qu'un engagement sincère puisse avoir lieu? Alors les conditions d'engagement, c'est la bonne question. Parce qu'en fait, souvent, ces dernières années, on m'a souvent posé la question de comment est-ce qu'on crée de l'engagement. Et la réponse que je trouve maintenant, avec toute cette expérience, c'est en tout cas pour une direction, parce que ce sont les personnes qui nous écoutent aujourd'hui notamment. Dans une direction, il faut plutôt se mettre en mode comment est-ce que je peux créer les conditions pour que cet engagement émerge. Et là, il y a plusieurs ingrédients à créer les conditions de l'engagement. Il est déjà important que les dirigeants fassent eux-mêmes leur propre chemin. Donc ça veut dire se former sur les sujets sociétaux, ça veut dire se former sur ce que ça peut vouloir dire sur leur secteur. Ça veut dire aussi être exemplaire, ce qui est quelque chose qui est on sous-estime le pouvoir de l'exemplarité. Voilà, il y a un premier pilier quand même qui est d'en créer les conditions de l'engagement, qui est faire sa propre trajectoire. Il y a ensuite se mettre en capacité d'aller identifier les personnes qui sont déjà désireuses d'agir, qui sont déjà sachantes potentiellement sur le sujet. Donc créer les conditions de l'engagement, il faut déjà se dire qu'il est certain, quand aujourd'hui on est en entreprise qui a plusieurs dizaines, centaines ou milliers de personnes, qu'il y a des personnes qui sont déjà très sensibilisées sur ce sujet. Et l'idée, c'est d'aller déjà les identifier et créer des interactions avec elles. Troisième pilier, pour créer les conditions de l'engagement, c'est commencer peut-être sur des petits périmètres, mais en fait, commencer à faire. Donc il faut lancer des projets en interne, des projets qui sont en lien avec les produits ou les services de l'entreprise, mais il ne faut pas avoir peur de commencer à mener des initiatives concrètes à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois. Et en fait, ça donnera accès à du savoir, ça donnera accès à des projets plus forts. Puis après, dans créer les conditions de l'engagement, il y a savoir écouter le terrain aussi. Il faut savoir remonter les signaux faibles. Qu'est-ce que pensent les salariés? Qu'est-ce que pense le reste de l'entreprise? Oui, la confiance est un élément indispensable. Et après, de ça émerge la confiance. Et c'est pareil, souvent la confiance, on voudrait la décréter. En fait, c'est un processus long, la confiance. Et c'est plutôt le processus d'engagement avec le reste de l'entreprise, le processus d'exemplarité du dirigeant qui vont créer la confiance au fur et à mesure. Lorsqu'une vision d'entreprise n'est pas bien comprise par les équipes, quel impact justement ça peut avoir sur l'engagement? Ça crée du désengagement. Le cas typique, c'est une vision qui a été définie par un petit groupe de personnes et qu'en fait, après, on voudrait décliner dans le reste de l'entreprise, cascader. Et en fait, une vision, et c'est là que ça crée de l'engagement, une vision pour qu'elle soit appropriée par tout le monde, il faut qu'elle puisse parler en fait à tout le monde. Et le premier principe pour créer une vision qui puisse être appropriée par tout le monde, c'est d'avoir impliqué. En fait, se retrouver en dernière roue du carrosse, proposer une vision qu'on va devoir en fait porter tous les jours, en fait, ça crée du désengagement dans le sens où on ne se sent pas impliqué dans le processus. Et ça, on le voit à toutes les échelles, on le voit dans le monde de l'entreprise, on le voit aussi de manière plus large sur les problématiques sociétales. Quand on est mis devant le fait accompli, ça crée du désengagement. Et du coup, l'antidote à ça, c'est de mettre dans la boucle, en fait, ce qu'on appelle les parties prenantes, donc en fait notamment les salariés, de manière beaucoup plus en amont que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc moi, ma recommandation pour des dirigeants sur la vision et la mission de l'entreprise, c'est en fait, n'ayez pas peur déjà dès le début d'aller écouter ce qu'ont à vous dire les salariés, ce qu'ont à vous dire les clients, ce qu'ont à vous dire les fournisseurs. Oui, c'est la meilleure façon d'éviter cette déconnexion. Fait. Ouais. Et c'est une des conditions qui va créer l'engagement. Et en fait, j'ai parlé un jour à un dirigeant qui m'a dit, en allant voir, on a fait un début de vision d'entreprise et on est allé voir les salariés très tôt. Et en fait, ça a permis de changer à 25%
le plan et ça a créé 80% d'engagement de plus que d'habitude. Et donc en fait, mettre à contribution alors, le corps social ou à contribution les salariés et puis toutes les composantes de l'entreprise, en fait, va créer de l'engagement sur ce qui sortira de ce processus. Et vous m'avez parlé aussi de la posture managériale. C'est quoi une mauvaise posture managériale, par exemple? Alors là, je vais parler de la posture sur comment est-ce qu'on crée les conditions de l'engagement pour que l'entreprise puisse être... je ne parle pas de sujets de management toxique ou en tout cas de... Non, bien sûr. Ah non, là on est vraiment sur plutôt la posture, dans la posture de créer les conditions de l'engagement. Une posture serait de... si un sujet nous paraît un peu décalé par rapport à ce qui peut être, pas admissible, mais un peu décalé, où ça va questionner, je sais pas, le business model de l'entreprise, ça va questionner la stratégie sur la sobriété, puis ça rentre un peu... on ne voit pas tellement le lien direct avec le business model de l'entreprise, de là fermer en fait les écoutilles et de se dire non, ce sujet c'est politique, donc on ne veut pas en parler dans le monde de l'entreprise. Donc fermer la discussion. Oui. Une mauvaise posture managériale voudrait être de fermer la discussion quand une idée sort du terrain. Et une bonne posture, en fait, managériale, c'est par exemple si des salariés veulent travailler ou ont des questions sur la sobriété, déjà d'écouter en fait ce qu'ils ont à dire et ne pas forcément trouver une solution tout de suite sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans mon entreprise de faire de la sobriété, mais écouter. Une bonne posture managériale, c'est déjà une posture d'écoute. Vous dites sur l'engagement que les opportunités de renforcer l'engagement sont souvent perçues trop tard. Pourquoi? Alors, trop tard, je ne sais pas si le cas, ça me fait penser à un exemple un peu typique d'un salarié qui part de son entreprise, qui va le dire à son directeur et qui ensuite le directeur lui dit « mais j'aurais aimé vous rencontrer plus tôt ». Et là, donc c'est l'exemple d'un salarié qui voulait s'engager et qui n'a pas trouvé la manière de le faire dans son entreprise, qui du coup décide de partir. Et puis quand son dirigeant lui dit mais j'aurais voulu vous rencontrer plus tôt, c'est typiquement le cas pour moi qui est dommage, qui est un peu du gâchis parce qu'on est arrivé à un point de non-retour alors qu'en fait ça montre qu'il y avait il y avait une possibilité en fait. Mais alors comment les dirigeants ils peuvent mieux détecter ces moments clés en amont? Pour moi, ce qui est important, c'est de garder le contact avec le terrain. En fait, en tant que dirigeant, si on n'a pas de signaux, c'est un signal qu'on n'en cherche pas assez. Donc je pense que l'alarme que devraient avoir des dirigeants, c'est est-ce que je suis bien au courant de ce que mes équipes, et là on en revient sur qu'est-ce qu'être un bon manager ou pas, mais ne pas avoir la perception, avoir le sentiment qu'on ne sait pas tellement ce que pensent les équipes, ça devrait être un signal d'alarme pour tout dirigeant. Et ça permet en fait d'aller capter ce qui travaille les personnes de ces équipes ou de son entreprise. Parce qu'en fait, l'engagement, c'est aussi qu'aujourd'hui, on est dans une phase où on a l'impression que le monde se délite, on a l'impression de ne plus pouvoir avoir un rôle à jouer. Et il y a énormément de personnes qui sont en fait traversées par ce doute sur le rôle qu'on peut avoir à notre niveau. Et ça, on n'enlève pas ces doutes quand on passe la porte du bureau. Donc les personnes qui vont travailler sont en fait traversées par ces doutes et on est un peu schizophrène dans la manière dont on aimerait vouloir laisser ses convictions et ses interrogations à la porte du bureau, mais en fait ça ne se passe pas comme ça. Donc en fait en tant que dirigeant, une posture managériale d'écoute, c'est aussi accepter que les équipes sont préoccupés par ce genre de sujet et puis aller les écouter. Parce que partager des convictions fortes, ça ne suffit pas à créer l'adhésion chez un manager. Il faut être... c'est du chaque instant. Je pense que c'est plutôt une éthique de tous les jours que quelque chose qu'on peut borner dans le temps. Et je pense que c'est une des erreurs peut-être qu'on a faites. Alors les moments forts, c'est super important, mais la transformation de modèle que les sujets écologiques, géopolitiques, politiques, sociaux sont en train de
cette question ces questions qui sont en train de nous être posées, Mmh. ça va en fait, ça va transformer la société sur des années. Donc ça nous impose en fait, c'est du long terme. Ouais. Donc croire qu'il y a une baguette magique, on va réussir à trouver le workshop, l'atelier qui va trouver la solution. En fait, ça permet d'accélérer des prises de conscience, ça permet d'accélérer des moments, des relations, mais finalement, je pense qu'il faut tous rentrer dans un état d'esprit où on se dit que ça va être un changement au long cours et du coup se demander comment chaque jour, en fait, on peut essayer d'incarner cette posture-là. En préparant cette émission, je vous ai demandé des anecdotes, comme j'ai l'habitude de le faire avec mes invités, parce qu'ici on aime le concret. Et vous m'avez parlé d'un dirigeant qui redoutait de s'exposer devant ses équipes. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Avec cet exemple, on va vraiment toucher quelque chose d'assez de super important en fait dans la manière dont un dirigeant peut en fait s'appuyer sur ses équipes. C'était un dirigeant dans le secteur du bois. Et en fait, il me disait, bah, moi, je fais de l'import-export de bois. Et on pourrait se dire c'est légitime parce qu'aujourd'hui, dans l'architecture, la construction bois, c'est quand même un des vecteurs de transformation de l'industrie de l'architecture et du BTP qui est vraiment vu comme un débouché qui est pertinent. Il me disait, et moi, je suis embêté parce que finalement, avec les calculs de l'ADEME, je ne sais pas si ma solution, elle est vraiment vertueuse ou pas. Et à un moment, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne vas pas voir tes salariés et tu leur demandes en fait ce qu'ils en pensent et la manière dont eux ils perçoivent cette difficulté d'envisager la transition de son entreprise. Et là il m'a dit mais je n'ose pas m'exposer devant mes salariés et leur montrer mes doutes. Et en fait on avait typiquement la situation d'un dirigeant qui en fait lui-même était traversé par ces questionnements. Est-ce que vraiment je contribue positivement à mon industrie ? Comment je fais pour appréhender toutes les normes comptables de bilan carbone qui en fait, en tant que dirigeant, l'agenda est déjà bien rempli. Et donc aujourd'hui, elle s'ajoute aussi à l'agenda. Et il était en fait préoccupé par ces sujets-là. Mais en fait, ce qui faisait qu'il n'en parlait pas à ses salariés, c'est parce qu'il avait peur de s'exposer et de montrer une vulnérabilité. Et en fait, c'est presque le plus important. Et le conseil numéro 1 des dirigeants, c'est de se dire en fait c'est normal d'avoir ces vulnérabilités, c'est normal d'être traversé par ces doutes. Et la meilleure manière d'aller créer l'engagement dans ces équipes, c'est aussi d'être capable de l'exprimer. Et souvent, quand on ouvre la porte à ça, et en fait, les personnes et le reste de l'entreprise va vouloir y contribuer parce qu'en fait, les questions qui sont traversées par ce dirigeant qui ne savait pas trop par quel bout prendre le sujet, elles sont aussi ressenties par le reste de l'entreprise. Et donc, ouais, j'ai peur de m'exposer devant mes salariés. Donc en fait, l'effet escompté, c'est... Il faut aller au-delà de sa peur. Et en effet, c'est un peu une mise en déséquilibre. Mais finalement, moi, ce que j'ai vu, c'est comme quand, à mon niveau, jeune consultant, je suis allé voir des dirigeants en leur disant j'aimerais mener des initiatives éco-citoyennes au bureau. Cette mise en mouvement, moi, elle a changé ma vie. Et je pense que tout dirigeant, en fait, qui a cette espèce de peur, mais cet intérêt sur les sujets sociétaux, devrait se dire je vais aller accepter ce petit déséquilibre. Et moi, je suis persuadé qu'en fait, derrière, il en sortira quelque chose qui créera de la confiance et qui créera de l'engagement au sein de l'entreprise. Pas avoir peur de l'inconfort. Exactement. Merci beaucoup Quentin, c'est déjà la fin. Merci Alix. Merci Quentin Bordet d'avoir partagé avec nous votre vision. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.